Bonjour à tous, bonjour à toi Émilie. Geneviève. Salut! Aujourd'hui à la Maison Le Pailleur, on va vous parler d'un légume sucré de couleur jaune qui est très cher à nos cœurs, que l'on aime bien aussi déguster bouilli ou grillé avec un peu de sel ou de beurre et d'autres condiments. Et oui, vous l'aurez deviné, il s'agit bien du maïs. Mais est-ce qu'on connaît vraiment l'histoire des origines lointaines? Est-ce que Christophe Colomb a vraiment découvert le maïs? Et qu'en est-il de notre fameuse tradition des épluchettes de bédaine? Aujourd'hui, on vous parle de l'histoire du maïs. Les origines du maïs débutent il y a plus de 9000 ans, et ce, à l'épicentre des sociétés précolombiennes. Ce sont les Aztèques du plateau du Nouveau-Mexique qui découvrent ce qu'on appelle la théocinthe, une plante sauvage qui serait l'ancêtre du maïs. Ces épis, très différents de ceux que l'on connaît aujourd'hui, étaient beaucoup plus petits et ces grains étaient très durs. C'est au fil du temps que les agriculteurs vont sélectionner naturellement des épis qui sont mieux adaptés à leur alimentation. Leurs contemporains, les Mayas, vont également cultiver le maïs. D'ailleurs, le mot Maya dans sa langue d'origine signifie littéralement ceux qui cultivent le maïs ou gens du maïs. Dans la mythologie maya, le maïs serait un don divin. Il aurait été offert aux hommes par les dieux il y a de ça des milliers d'années. Au début des temps, le soleil primitif aurait explosé pour faire place à une petite pluie de boules dorées. Ce sont les premiers grains de maïs. À l'époque précolombienne, le maïs, ou le maize comme on l'appelait à l'époque, possède une importante dimension rituelle ou sacrée, symbole de vie, de fertilité et de sagesse. Il existe une foule de festivités organisées en son honneur, entourant le thème du soleil, de l'agriculture et de la moisson. Le maïs était l'aliment de base des civilisations précolombiennes. On le consommait à chaque repas, cru, cuit, rôti ou même en bouilli, comme une sorte de gruau et même encore soufflé. Bon, sans le sel et les épices bien sûr. En effet, les Aztèques auraient découvert le maïs éclaté par un heureux hasard en laissant quelques grains de maïs séchés au soleil. On faisait également appel à ce qu'on appelait des souffleuses de maïs qui étaient là pour expirer sur les chaudrons de maïs avant de les envoyer au feu et afin de les protéger de la chaleur. C'est vers l'an 1000 que les populations autochtones qui vivent le long de la rivière du Saint-Laurent ont commencé à cultiver le maïs. Ces populations nomades de chasseurs-cueilleurs vont tranquillement se transformer en agriculteurs sédentaires. Ce sont les Iroquois, et plus précisément les Iroquoises qui vont introduire le maïs sur le territoire. Ainsi, la culture du maïs, de la plantation jusqu'à la table, en passant par la récolte, était une affaire de femmes. Au mois de septembre, c'est la période de la cueillette du maïs et les femmes iroquoises vont aller récolter les épis durant de longues heures, un travail très fastidieux. Une fois la récolte terminée, elles transportent les épis jusqu'aux maisons longues et ce à l'aide de paniers posés sur leur dos, un peu comme des sacs à dos. Pour l'étape de l'épluchage, elles vont ensuite retourner les feuilles des épis de maïs avec des sortes de baguettes à éplucher. Vient ensuite l'étape du séchage. Elles font sécher les épis en taquets en les accrochant sur des supports en bois un peu partout dans l'habitation. Une fois le séchage terminé, on va égrener les épis de maïs avec des os d'animaux bien affûtés, comme par exemple des mandibules de cerf ou encore de daim. Un des mets populaires était le maïs grillé au-dessus du feu que l'on pouvait ensuite déguster soit avec un peu de sirop d'érable, un peu de miel ou même de la graisse animale. Le surplus de maïs séché ou encore les grains les plus coriaces servaient à fabriquer la farine. Pour ce faire, on réduisait les grains de maïs en poudre à l'aide d'un pilon en bois et d'un mortier. Un peu de sève et quelques plantes racines et rapidement, les Iroquois transformaient ce mélange en une sorte de galette de pain qu'on appelait la bannique. Chauffé sur une pierre chaude, ce délicieux pain de maïs était consommé seul ou encore avec quelques petits fruits.
En 1492, lors de ses expéditions à la recherche des fameuses Indes orientales, Christophe Colomb aurait découvert le maïs. Bon, selon l'histoire officielle, se croyant en Inde et confondant le maïs avec le blé d'Europe, Colomb va introniser le maïs en l'appelant le fameux blé d'Inde. Toutefois, lorsqu'il introduit le maïs à la cour d'Espagne, Christophe Colomb va lui donner le nom de maïs. Ce nom familier, très proche du mot maïs, il l'aurait emprunté aux Taïnos, d'anciens peuples autochtones en Haïti. C'est seulement lorsque le maïs est diffusé par les colons européens sur tout le vieux continent qu'on va lui donner de nouveaux noms. Blé d'Espagne, blé de Turquie, blé du Sarrasin et le fameux blé d'Inde. Au tout début, les colons ne donnent pas le même statut au maïs que les populations autochtones. Il faut attendre le 17e siècle, notamment grâce aux travaux d'Antoine Parmentier, pour que le maïs obtienne ses lettres de noblesse en France, mais également en Nouvelle-France. Lorsque l'été tire à sa fin et que le mois de septembre pointe son bout du nez, c'est le temps pour beaucoup de Québécois et de Québécoises d'organiser ce qu'on appelle une épluchette de blé d'Inde. Durant ces événements, on se rassemble avec le voisinage, les amis et la famille pour pouvoir éplucher le maïs dans une ambiance festive. On va ensuite bouillir les légumes pour pouvoir les manger avec du beurre et du sel pour le repas. Avec la culture du maïs sucré d'Amérique, la corvée dès la Nouvelle-France entre dans les coutumes et devient un trait culturel important. Dans un article de la Gazette des Campagnes datant du 23 juillet 1866, on peut lire une des premières descriptions du dépouillement ou de l'égrenage des maïs dans un contexte de festivités au Canada. Autrefois perçue principalement comme une corvée, la tradition fait une place de plus en plus importante aux festivités, aux repas partagés et aux soirées d'entente. Nous avons une bonne idée de comment se déroulait une épluchette de blé d'Inde au 19e siècle, entre autres grâce à un ouvrage de Pamphile Lemay intitulé Fêtes et corvées, datant de 1898. Il explique que lorsque le maïs est prêt à être cultivé, c'est-à-dire au mois d'août et de septembre, on invite tout le voisinage et la famille à se rassembler dans la cuisine où une montagne de maïs n'attend qu'à être épluchée. Il existe une coutume particulière qui consiste à cacher dans la montagne de maïs un épi rouge. Celui ou celle qui trouve cet épi est protégé de la mauvaise fortune durant toute la soirée et a le privilège d'embrasser la personne de son choix. Lemay précise dans son texte que l'épi ne doit servir qu'une seule fois. Mais comme il le précise, trouvez donc une loi qui n'est pas enfreinte. Une certaine variante de la tradition veut aussi que l'élu puisse danser avec le ou la partenaire de son choix. Une fois les maïs épluchés, on va les mettre dans un chaudron rempli d'eau pour aller les faire bouillir. D'autres maïs seront rôtis ou braisés et certains autres seront égrenés, soit en les frottant les uns contre les autres ou en les raclant sur une lame de fer fixée à un banc. La soirée se poursuit ensuite avec la dégustation du blé d'Inde, suivie d'une veillée dansante au son des violons. Donc, c'est tout pour cette vidéo aujourd'hui. J'espère que vous en avez appris davantage sur l'histoire du maïs et de ses traditions. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo à la Maison Le Pailleur. Et entre-temps, on vous souhaite une très belle saison du maïs en famille.